Bon, on va essayer d'être un petit peu plus rapide pour les BD, sachant que j'en ai un petit peu moins, donc ça devrait aller. Pour commencer, on va parler d'une BD qui, je suis sûr, vous vient en lèvres tout de suite lorsque vous voyez mon mur. Kid Paddle. Voilà. Donc une BD que je suis depuis tout petit, vraiment, j'ai suivi genre depuis le deuxième tome. Ça c'est vraiment, j'ai agrippé dès le début. C'est pas mal, j'aime beaucoup ce truc-là, j'aime beaucoup l'humour. Et ça joue un petit peu sur le côté, sur le côté un petit peu violent des jeux vidéo, mais vraiment de façon caricaturée et ça passe bien quoi. On a affaire à un gamin qui aime pas trop étudier, qui préfère jouer aux jeux vidéo un peu violents. Et c'est un peu une caricature. Mais ce qui est bien là-dedans, c'est qu'on a plusieurs autres caricatures pour contrebalancer pas ça. C'est pas seulement Kid Paddle. Sachant aussi que, ça offre pas mal de délires qui sont bien sympathiques là-dedans. Mes préférés, je pense que c'est tous les fantasmes. Il y a pas mal de... Il y a pas mal de délires là, de pages sketch qui sont très drôles. Et je crois que mes préférés, c'est ça. Les passages où Kid Paddle fantasme sur son père qui est une espèce de badass sur tel ou tel truc, pour qu'à la fin on révèle, ben en final il n'est pas du tout un badass son père. Voilà, c'est toujours une espèce de fantasme qui va super loin pour au final un truc de merde. Ça c'est toujours marrant ça. Et aussi mes préférés c'est quand lui et son pote Horace essayent d'aller voir un film interdit aux moins de 18 ans au cinéma, et à chaque fois ils font toujours le coup de deux mecs dans un impair, ils se mettent tous les deux dans un impair et ça se passe toujours mal d'une façon ou d'une autre. Son pote Horace qui fait partie des nombreux personnages qui sont très intéressants, très marrants du truc. C'est bien écrit, c'est un humour qui est pas ultra prise de tête, mais qui est quand même un petit peu réfléchi, et j'avoue que j'aime bien ça. Ça se moque du côté, de certains côtés basiques du jeu vidéo d'arcade, sachant que vraiment, c'est pas non plus. C'est très gentillé. Depuis quelque temps, ils sont partis sur une série spin-off sur laquelle ils se centrent plus, les créateurs, qui s'appelle Game Over, qui sont pas. C'est pas pareil, honnêtement. Voilà, Game Over, ça se centrait sur certains sketchs où lorsque Kid joue à une partie, ben ça se passe pas très bien pour lui, et ça se termine en queue de poisson de façon un peu ridicule sa partie. C'est drôle, hein, c'est très drôle. Le truc avec ça, c'est que ouais, c'est pas, je ferai pas toute une BD rien que sur ça. Et c'est ce qu'ils ont essayé de faire avec Game Over. Ça se regarde, hein, c'est sympathique, ça vaut pas Kid Paddle. Chez Dupuis également, on a Mélusine. Vous verrez que j'ai beaucoup de BD Dupuis là-dedans, étant donné que j'étais abonné au journal Spirou quand j'étais plus jeune, et que donc je suivais énormément de BD Dupuis par le biais. D'ailleurs, je vous montre vraiment pas toutes les BD que j'ai en stock, parce qu'il y a pas mal de BD que j'ai en petit stock. Il y en a une là, ici, là. J'ai quelques BD de Garage Isidore que j'aime bien, de l'agent 212, des psys, j'aime bien les psys aussi, etc. etc. C'est des BD que je collectionne pas, j'en ai juste quelques tomes comme ça, mais ça c'est quand même sympathique à préciser. Là je parle vraiment que des BD que je prends le temps de collectionner quoi. Donc Mélusine, j'aimais beaucoup l'humour au début, je trouve que ça me nuise un petit peu au fur et à mesure. Le personnage de Mélusine est très drôle, apporte pas mal de trucs, et à nouveau il y a pas mal de personnages hauts en couleur là-dessus. Mon préféré c'est Mélissandre, sa cousine Fée, c'est très marrant ça, ce truc-là, elle vient de nulle part, et honnêtement je trouve en, en loupant de se mélanger à l'ambiance un peu horrifique, Halloween du truc, elle se démarque plus, et c'est ça qui la rend très drôle. Honnêtement, j'aime beaucoup Mélissandre. Et il y a beaucoup de personnages comme ça. J'ai dépoussiéré pas mal de trucs, c'est pour ça que je tousse. Oui, il y a certains trucs que j'ai plus lu depuis un certain temps quand même. Donc oui, suite à ça, depuis quelques temps, je trouve qu'ils sont un tout petit peu en manque d'inspiration dans leurs sketchs. Ils ont essayé, depuis quelques tomes, de faire des histoires un petit peu plus... des histoires fil rouge durant les tomes, et c'est de plus en plus fréquent ça, et je trouve qu'ils les réussissent moyennement.
Par exemple, il y a un tome autour de Cancrelune, un autre personnage récent. Je suis sûr que un tome, c'est pas un personnage récent, il est là depuis le début. Cancrelune, elle est là depuis le début. Mais le tome est récent. Et je suis sûr que vous voyez de quel tome je parle. Ils essayent vraiment de faire une histoire avec des moments sérieux, etc. Mais ils gèrent mal leur temps, ce qui fait que ouais, ça sent les tentatives d'humour un peu forcées et un peu foirées pour remplir l'histoire générale qui va trop vite quand on se centre sur l'histoire générale. C'est pas mauvais, ça devient pas mauvais, honnêtement je continue de suivre les BD, en grande partie parce que je pense que j'en passe un peu pour Mélusine. Je pense que c'était un de mes tout premiers personnages dessinés et qui m'a un peu attiré. En plus j'étais tout petit quoi. C'est des genre il m'a attiré genre, comme ma maîtresse de CP m'a attiré quoi. C'est un peu ça, vous voyez. Donc il y a ça quoi qui joue, mais même si je trouve que les derniers tomes sont un peu moyens, ça reste sympathique. Les Schtroumpfs, je ne vais pas détailler beaucoup plus que je l'ai déjà dit. Pour moi, c'est une excellente BD avec beaucoup d'histoires qui font des commentaires sociaux intéressants. Depuis la reprise de Pay-Office, c'est devenu un peu moins fréquent. Il y a des histoires qui sont très gamines que je trouve pas génialissimes, mais mine de rien, de temps en temps, ça continue de faire des bons trucs et donc c'est pour ça que je continue de suivre et que j'aime bien. Étant donné que j'ai parlé du film, du film Les Schtroumpfs, il y a une BD dérivée qui est sortie, Les Schtroumpfs et le village des filles. Prof, quoi. Bah, ça c'est niveau Pay-Office à son pire niveau, quoi. C'est nos quatre héros, enfin d'ailleurs les quatre mêmes du film, quoi, alors que bon, ça se censé se passer après le film. Pourquoi vous pouviez pas vous centrer sur d'autres personnages que ces trois-là? J'en sais rien. Donc nos trois mecs, quoi, qui un par un subissent la vie à la dure du village des filles, et c'est drôle. Bon, là je résume vulgairement, mais honnêtement, ça va pas très loin, quoi. À part les deux derniers, les deux dernières portions qui sont pas trop mal. Voilà, le reste c'est lourd, quoi. C'est des petites histoires sans intérêt chiantes. Donc ouais, si ça part dans la même direction que les deux dernières portions, peut-être que je suivrai en détail ça, sinon non. Voilà, hein, ça m'a pas du tout emballé. Voilà, j'aime bien les Schtroumpfs quand ils font des histoires un peu plus complètes, plus longues, quoi. C'est des mini-histoires de 6-7 pages maxi, quoi. C'était pas génial, je trouve. Excusez le changement de tenue, j'ai dû retourner une partie de cette vidéo parce que je m'étais emberlificoté pour certaines BD et j'ai dû en oublier 2-3, donc j'ai dû refaire ça un peu en partie. Donc maintenant, Astérix, un incontournable. Si vraiment vous prétendez un tant soit peu fan de BD, vous devez connaître un tant soit peu ça. Voilà, donc bon humour, personnage plutôt attachant. J'ai pas grand chose à dire que ce que beaucoup de gens disent là-dessus. Ça a bien entendu perdu une bonne partie de sa superbe depuis que Goscinny est mort. Et il y a certains tomes qui sont vraiment atroces aussi. Quand ça a seulement eu Derzo qui s'en est chargé. Mais bon, sans vraiment m'acharner sur ces tomes-là, les tomes d'avant, il y en a certains qui étaient très bien foutus, qui restent une référence en matière d'humour, même si, sincèrement, j'ai préféré, après coup, les versions dessins animés de certaines de ces histoires. Certaines, hein. Il y en a d'autres dont je préfère largement la BD. Mais oui... Mais oui, je trouve que ça rajoute un mouvement un mouvement dans l'action qui rend ça encore plus prenant, l'animation. Donc, dans un sens, je préfère certains films animés à ça. Mais ça n'empêche que ça reste une BD incontournable. Bon, je parlais un peu rapidement de deux BD que j'ai un peu suivies, mais pas en détail, sur lesquels j'ai un peu fini par décrocher, mais c'est quand même des BD incontournables, donc c'est un peu important de le dire. Lucky Luke et le Marsupilami. Voilà, j'ai aussi légèrement suivi Tintin, ça m'a pas autant accroché, mais à nouveau, c'est comme pour Astérix le Gaulois, je pense qu'il faut au moins avoir lu un petit peu ça pour se dire un petit peu fan de BD, quoi. Je pense vraiment que c'est important.
C'est important de connaître un petit peu les vrais classiques, les trucs de base. Lucky Luke, j'aime pas mal des choses qui ont été faites. Je préfère largement quand il s'occupe des Dalton. Après, au bout d'un moment, je trouve que le personnage de Lucky Luke, en soi, a fini par perdre un petit peu en saveur. A fini par devenir légèrement prévisible, un tout petit peu fade, un tout petit peu, il restait quand même un peu sympathique, mais je pense que c'est ça qui a fait que j'ai un tout petit peu moins accroché au fur et à mesure. Quant au Marsupilami, alors j'ai adoré le premier tome. Je trouvais qu'il y avait des choses intéressantes, plutôt drôles. Bon, c'est pas de l'humour haut de gamme, mais c'est quand même du burlesque pas trop mal fichu. J'ai le personnage du Marsupilami est sympa, mais le plus intéressant quand même, c'est son interaction avec les personnages du moment. Et c'est ça qui, au final, a fait que j'ai un peu moins accroché à la BD au bout d'une dizaine de tomes. Dans notre premier tome, on a un méchant, je ne sais plus du tout comment il s'appelle. Je ne sais. Bref, je sais pas si vous devez forcément le connaître si vous avez suivi un tant soit peu ça, mais voilà, si vous voyez un petit peu ici, le grand méchant c'est cette espèce de type roux, et il est roux donc il est méchant évidemment, qui veut tout d'abord capturer le Marsupilami, mais pas le capturer parce que c'est un méchant, pour des raisons vraiment méchantes ou quoi que ce soit, parce que c'est un scientifique. Bon, c'est un scientifique un peu égoïste, etc. C'est pas non plus, c'est loin d'être un enfant de cœur. Mais ce que j'aime bien avec ça, c'est que c'est un personnage légèrement intellectuel quand même. Mais plus ça allait, plus ils en ont fait un blaireau. Et honnêtement, c'est une des choses qui a fini par me décrocher de la BD parce que je trouvais que plus ça allait, plus ça devenait trop enfantin, trop puéril. Et plus ça va, plus on mettait des personnages d'enfants qui allaient avec le Marsupilami. Le grand méchant récurrent, qui est pas toujours le même des fois, mais celui qui revient le plus souvent, donc le méchant de cette BD-là, devient de plus en plus ridicule et stupide. Et ouais, bah, ça a perdu en intelligence, je trouve, au fur et à mesure des tomes, cette BD. Et au final, bah, ça n'a pas su m'accrocher énormément au bout d'un moment. Ce à quoi je n'ai jamais décroché, par contre, c'est Achille Talon. J'adore l'écriture de cette BD que je trouve vraiment intelligente. Il y a Achille Talon, le personnage un peu débonnaire, a une vraie verve bien à lui. Il a aussi toute une palette de personnages qui l'accompagnent qui sont très marquants, très drôles. Et que et qui vous laisse une marque, vraiment, ça vous laisse une marque. Et c'est un humour qui est basé qui est basé sur pas mal de comiques de situation, mais aussi énormément de comiques de verbes, de comiques d'écriture. Et rien que la façon dont s'expriment nos personnages principaux est quelque chose de très bien géré, et c'est ce qui pour moi, fait tout le sel de cette BD. Je préfère quand la BD Achille Talon part sur des histoires complètes sur un tome. Hein. C'est un peu comme les Schtroumpfs, quoi. Les Schtroumpfs, ils ont fait aussi quelques tomes où des tomes à sketch, en gros, où on a une page, un sketch, une page, un sketch, etc. C'est mignon, c'est rigolo, mais je trouve ça plus intéressant quand c'est toute une histoire où on prend la peine d'instaurer des choses. Et vraiment, dans Achille Talon, ils instaurent des histoires qui sont pas piquées des hannetons, qui, qui sont très imaginatives et qui ne manquent pas d'avoir énormément de moments très drôles et bien écrits. Voilà, donc il n'y a pas autant de texte. Et il n'y a pas autant de texte qu'un Blake et Mortimer, mais il y a quand même pas mal de texte dans le Achille Talon. Hein. C'est vraiment une BD une BD qui me plaît beaucoup. Et je suis très content qu'ils en aient fait un reboot dernièrement parce que j'ai lu les deux premiers tomes, c'était très sympathique. Ça reprenait bien la mentalité du truc. D'ailleurs, dans les années 90, on a eu une série animée à Achille Talon qui ne fait pas que bêtement reprendre l'histoire des BD comme le font beaucoup de séries tirées de BD, qui a essayé de partir du principe qu'on connaissait un petit peu Achille Talon, c'est peut-être un peu le petit souci de cette série, et qui en faisait un espèce de changeur de peau, c'est-à-dire qu'il y a besoin de remplacer tel personnage célèbre
il est malade, il est blessé ou quoi que ce soit. Achille Talon, donc Achille Talon va remplacer Superman, va remplacer Luke Skywalker, remplacer Karate Kid, etc., etc. J'ai adoré le principe de cette série, c'était super marrant et ça reprenait vraiment, ça tapait dans toutes les franchises. Hein. C'est ça que j'aimais beaucoup. Voilà, c'était pas non plus du haut de gamme, ça n'est pas aussi loin que la BD en termes d'écriture, mais c'était bien sympathique. Et je suis déçu de ne pas la retrouver cette série parce que je me la re-regarderai bien pour le plaisir, un de ces quatre quand même. Et Blake et Mortimer, bon, elle est un peu usée celle-là aussi, dont j'ai suivi tous les tomes du début à la fin. Alors là, ça va être un peu l'inverse des Schtroumpfs ici. Où je disais que Peyo père était mieux que Peyo fils. Là, je trouve, sincèrement, que les premières aventures écrites par Edgar P. Jacobs sont bien. Je n'ai pas croire une seule seconde qu'elles sont mauvaises, mais elles sont bien, mais elles n'égalent pas la qualité d'écriture des tomes qui ont été faits par Yves Saint et André Juillard. Voilà, ces deux-là, c'est ceux qui ont fait la machination Voronov, le sarcophage du sixième continent, le sanctuaire de Gondwana. Ces quatre-là, ça se suit, ça donne une histoire vachement, vachement bien ficelée. C'était super bon ça. Donc je préfère cette période-là. Donc Blake et Mortimer, je sais pas, est-ce qu'il y a vraiment besoin que j'en parle? Vous connaissez Blake et Mortimer. Donc ce sont nos deux compagnons, l'un britannique, l'autre écossais, qui sont un petit peu des génies dans leur genre. L'un c'est quelqu'un de l'intelligence service, l'autre c'est un scientifique renommé et qui lutte contre différentes menaces envers le pays, la patrie, etc. etc. Je prends une palle au pif et vous pouvez voir que c'est très riche en texte. Ça c'est le truc dont on se souviendra toujours pour Blake et Mortimer, c'est très riche en texte. De temps en temps, ça a tendance à être un peu lourd, surtout dans les premiers tomes d'Edgar P. Jacobs. Ça se calme un petit peu avec les suivants, sachant que c'est quand même très présent, quoi. Hein. Vous dites pas qu'il n'y a pas de texte. Et je trouve que ça rend bien, quoi. C'est de la lecture plutôt bien faite. Ils essayent vraiment de condenser une histoire très riche là-dedans, avec beaucoup de personnages. Et souvent, c'est de très bonnes intrigues qui suivent bien. Avec nos deux compères qui ont leur personnalité typique à eux. Le méchant Ulrich, qui est quasiment toujours là, me semble. Il doit y avoir 2 ou 3 tomes où il n'est pas là, mais en général il est là, il est là, Ulrich. Enfin bon, je pense, pour moi c'est des histoires d'espionnage science-fiction, parce que mine de rien ça se passe dans une uchronie, hein, au départ ça se passe, ça commence avec la Troisième Guerre mondiale, peu de temps après la Seconde. Donc ça ne s'est pas passé comme ça chez nous, hein, je vous le dis tout de suite. Donc voilà, à partir d'une uchronie, en essayant de prendre des éléments de notre vraie réalité, de notre vraie époque, et ben ça a créé quelque chose, une espèce d'hybride science-fiction polar qui marche vachement bien. J'aime beaucoup cette BD. Rapidement, le donjon de Nalbuck, j'adore la saga MP3, je trouve que les dessins rendent pas trop mal, on aurait pu faire plus lisse je trouve, mais bon, pour le ton ça rend pas trop mal, l'humour se ressent. Ils ont plutôt bien retranscrit l'humour. J'ai suivi jusqu'au premier tome. Enfin, jusqu'au premier livre, parce que j'ai les romans en fait. J'ai acheté ça jusqu'à la fin de la saga MP3, et puis j'ai les romans pour la suite. Donc, donc voilà, c'est une saga que j'aime bien, et c'était pas mal à suivre en BD. J'ai sauté sur l'occasion quand j'ai vu ça. Dans le même genre que Dilemma, on va entamer les petites déceptions en termes de BD. La Rose Écarlate. Ça partait d'une bonne base sur une femme de l'ère du XVIIIe siècle, je sais pas ce que c'est comme ère, je vais pas dire que c'est médiéval, sinon on va encore me gueuler dessus, de l'ère du XVIIIe siècle, qui rêve de devenir une aventurière, il y a toute une intrigue, etc. Elle va tomber amoureuse d'espèce de justicier qui l'a inspiré, et il va y avoir toute une intrigue avec pas mal de rebondissements un petit peu au perché, je trouve. Et
Ça démarrait pas trop mal, j'aimais bien le ton, le dessin est très bon. Il y a une inspiration manga, mais c'est pas mal fait, je trouve. Au début, il y a des moments tragiques bien fichus. Après, je trouve que ça s'étiole un petit peu, et comme je le dis, il y a certaines révélations qui sont pas ouf. C'est c'est comme pour pour King's Game, c'est-à-dire que c'est découpé en histoires. Donc il y a une première histoire qui est un peu la genèse avec toute une intrigue autour de type mystérieux qu'elle et son amoureux doivent déjouer, et puis ils y arrivent à la fin, et puis ils chevauchent en étant des justifiés, etc. etc. Ça se regardait, j'ai fini par perdre intérêt au bout d'un certain nombre de tomes, et je me suis dit, j'ai pas envie de voir la suite. Mais oui, c'est pas affreux la fin ou quoi que ce soit, et puis... Mais c'est ce genre de truc où ça m'a bien accroché au début, mais j'ai fini par décrocher à la fin. Dans le même ordre d'idées, on a Les Naufrages d'Ithaque, une BD qui m'avait super accroché au début. Donc au début c'est un navire de croisière interstellaire de l'espace qui se retrouve craché sur Ithaque, la planète Ithaque, et les survivants vont essayer donc de s'en sortir, notamment trois d'entre eux, Calista, Narvarth et Granit, notre héroïne. Et ce que j'aimais beaucoup là-dedans, c'est qu'il y avait un triangle amoureux, mais un vrai triangle, c'est-à-dire tac, 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 tac. Granit est amoureuse de Narvarth, qui est amoureux de Calista, qui en pince un peu pour Granit. Ouais, elle est un peu lesbienne sur les bords, Calista, parce qu'en fait, elle considère les hommes comme des machines d'Afrique, des jouets pour son plaisir. Il y a vraiment un clash des personnalités là-dedans, et je trouvais que ça allait très bien, ces trois-là qui devaient coexister et trouver des moyens pour survivre là-dedans, sachant qu'il y a énormément de trucs qui se passent, notamment une histoire de pouvoir. Apparemment, certaines personnes en arrivant sur cette planète peuvent avoir des pouvoirs élémentaires. C'est très mystérieux tout ça. Et il y a tout un tas de trucs qui se passent très intéressants. J'ai fini par décrocher pour deux raisons. Tout va trop vite à la fin. Voilà, là où dans les premiers tomes ça prenait vraiment le temps de s'instaurer, de mettre en place des trucs, à la fin tout va beaucoup trop vite pour balancer vers la conclusion que j'ai trouvée pourrie. Je veux dire, je vais rien dévoiler, mais le pouvoir de la poésie a triomphé sur le mal. Honnêtement, j'exagère à peine, c'est ça, hein, c'est ça la fin, c'est débile, c'est débile. Le triangle amoureux, on le casse de façon débile, de façon pas du tout satisfaisante, en faisant de Calista un personnage secondaire. Jusqu'à présent, elle a été un personnage avec à peu près autant d'importance que les deux autres, mais plus ça a été, plus ils se sont dit ouais, Calista, c'est un peu la garce la pouffe de service. Bon, on va la rendre de plus en plus en second plan. C'est ça que j'aimais bien chez Calista, c'est pas un profil de héroïne typique, et pourtant elle arrive à se débrouiller, à vivre ça. Il y a une scène que j'ai trouvée super forte où de nulle part, il y a deux créatures qui la soulèvent, qui commencent à lui enlever ses vêtements. Ouais, elle se dit oh putain merde, je vais pas me laisser faire. Et elle leur arrache la carotide avec les dents. Je vous jure, véridique. Et je dis je me laisserai plus jamais faire merde. Et au final, il s'avère que c'était pas bien de faire ça. Les créatures étaient pacifiques, elles voulaient la mettre à poil parce que c'était pour la purifier ou une connerie comme ça, je sais plus exactement quoi. Et au final, quoi, cette espèce de moment badass, on le plombe complètement. Et à partir de là, elle va devenir un personnage, une espèce de plaie à se porter, un poids, quoi, un poids qui doit être là parce qu'il doit être là, quoi. C'est ça qui m'a gavé. Et à nouveau, quoi, ça s'est terminé donc de façon très 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 décevante pour moi. Ça repartait sur d'autres histoires après ça, mais à la conclusion de cette histoire du naufrage d'Ithaque, je me suis dit, bah non. Non, j'ai plus envie, vous m'avez complètement déçu et dégoûté avec votre fin, je ne suis pas la suite. Quelque chose qui part un peu dans ce sens-là, Seul. J'ai adoré la prémisse de départ du premier tome. Non, plus ça allait, plus c'était en dents de scie mon appréciation sur ça. Le deuxième tome j'ai trouvé moi, le troisième super, le quatrième super, le cinquième... Il y a une révélation dans le cinquième tome que j'ai trouvé feignante et
et trop facile. Trop facile. C'était... dans le film, parce que oui, il y a un film, j'ai légèrement hésité à en parler, mais bon, étant donné que j'avais fait les Schtroumpfs peu de temps avant, je n'avais pas envie d'aller dans le détail là-dessus. Je, le film, je trouve que à pas mal d'aspects, il a amélioré certains points, et à d'autres aspects, il les a complètement cassés. Par exemple, le personnage d'Ivan, qui est mon personnage préféré là-dedans. Oui, il est pas. Oui, lui, Yvan. Ouais, bon. Yvan, c'est mon personnage préféré parmi nos 5 survivants. Je vous ai pas raconté le truc. Ah, quand même, quoi. Tout d'un coup, la population Terre de la ville disparaît et il y a 5 enfants qui se retrouvent seuls. Voilà, c'est bon, un résumé rapide. Parmi les 5 survivants, il y a Yvan, qui est un type assez drôle, avec pas mal de réparties et assez intelligent. Ce type, c'est mon personnage préféré de la BD. Dans le film, il est lourdingue. Mais vraiment lourdingue, j'ai envie de péter la gueule à l'acteur, tellement il me gonflait. Hein, mais à côté de ça... ah merde, j'arrivais plus à me souvenir de nom. Oh, non, comment il s'appelle ce con déjà? Terry, voilà, Terry. Terry, je le hais dans la BD. Je trouve ce gamin chieur. Dans le film, je l'ai adoré. Je trouvais qu'il était super, Terry. Ça, c'était un personnage d'enfant que j'apprécie. Alors que dans la BD, il est lourd. Je veux bien comprendre que c'est un jeune gamin qui est pas très vieux, qui a genre 6 ans, mais... Putain, il y a un moment donné, il faut un peu qu'il évolue, le gars. Dans le tome 10, qui est vraiment un tome qui me donne presque envie d'arrêter cette BD parce que j'ai trouvé lourd, ça avançait pas, c'était chiant. Il a l'impression qu'il n'avait pas évolué d'un iota. Ça s'appelle La Machine à démourir. Le titre est pourri, le tome est pourri. Il y a 2-3 moments intéressants, mais à part ça, c'est de la merde ce tome. Et je me dis, ouais, ok, si ça pas. Ok, il a toujours pas évolué ce personnage, il fait chier quoi. Et honnêtement, quoi, si, je vais acheter le tome 11. Si le tome 11 est du même acabit que le tome 10, je crois que je vais arrêter seul. Il y a un moment donné. Des moments donnés, c'est bien beau d'avoir une bonne prémisse. Si c'est pour aller vers des trucs qui sont gonflants et pas inspirés, on donne vraiment l'impression que ça va nulle part. Par exemple, j'ai donc parlé rapidement de la révélation par rapport à où est-ce qu'ils sont vraiment, comment ça se fait qu'ils se retrouvent seuls là, etc. La révélation dans la BD, je vais pas dire ce que c'est, ils essayent d'expliquer cette situation-là. Il y a tout un charabia scientifico, machin truc chouette qui veut rien dire. Alors que dans le film, c'était amené de façon totalement claire et logique. Pourquoi on est dans cette configuration-là avec seulement ces 5-là. C'était super clair. Dans la BD, c'est n'importe quoi. Je suis désolé, c'est n'importe quoi. Il y a énormément de trucs qui m'ont déçu. Et honnêtement, c'est une BD que j'aurais voulu adorer, mais... Ça n'arrête pas d'aller en dents de scie, quoi. Je veux dire, après le tome 5 qui m'a déçu, le tome 6 est reparti un peu sur les chapeaux de roue, mais après le tome 7, puis après le tome 8, 9, et puis le tome 10, non, désolé, non, je suis pas fan. Il y a un moment donné, la prémisse de base va pas me retenir trop longtemps, et si ça continue comme ça à s'étendre pour pas grand chose, le tome 10, ça ne servait à rien. Se tenter pour rien, et puis ça partait d'une connerie, d'un concept complètement débile, et voilà quoi. Je sais que je vais pas faire plaisir à tout le monde parce que je sais que ce tome est adoré par beaucoup de gens, mais moi non quoi. J'ai adoré le début, c'est parti vers du n'importe quoi, et je suis quasiment plus dedans. J'espère qu'ils arriveront à m'agripper avec le prochain tome, c'est un peu leur dernière chance que je leur donne, mais là... Les légendaires, j'en ai déjà parlé dans ma dernière mise au point HS. Une BD que j'ai beaucoup aimé à sa sortie. J'ai fini par légèrement décrocher après le deuxième gros arc qu'ils ont sorti. Ils partent sur une sorte de gros reboot avec le tome 19. Donc j'attends un petit peu de voir jusqu'où ils vont aller. Je vous cache pas que par rapport au début, j'ai perdu pas mal d'intérêt pour cette BD, mais j'en garde quand même une partie d'intérêt, et c'est pour ça que je continue de suivre. Je suis loin d'être au stade de seul où c'est vraiment, où je me dis ouais, c'est leur dernière chance et après j'arrête. Là je suis quand même encore dedans. Mine de rien, la chose que j'aurais à reprocher à Patrick Sobral, c'est que il a du mal, Patrick Sobral à nouveau, c'est le créateur de la BD, c'est qu'il aime pas s'instaurer un univers défini, il aime pas s'instaurer une espèce de
continuité définie. Le fait est que le fait qu'il ne veuille pas se créer une carte du monde parce que pour lui, j'ai envie d'étendre mon monde comme je veux à tout moment, donc si ça se trouve, un de ces quatre, vous entendrez parler d'un peuple d'hommes otaries, j'en sais rien, je dis une connerie comme ça, qui existe et qui aura une importance dans une histoire, je dis voilà, j'ai pas l'enlever quoi. Et je trouve que c'est un peu dommage de faire ça, c'est-à-dire, ça part du principe que il part pas vers quelque chose de prédéfini, quoi. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, notamment dans le manga Fly, c'est-à-dire que on sent que assez tôt, ils partent ils savent vers où ils partent et comment ils veulent finir leur histoire. Là, j'ai le sentiment que Sopral se dit, c'est c'est ma poule aux œufs d'or, je vais essayer de l'exploiter le plus possible. C'est le truc, c'est le problème que j'ai avec pas mal de BD et de mangas qui s'étendent trop longtemps. Et c'est le petit problème que je ressens un peu avec les légendaires. J'ai le sentiment que ça va vouloir s'étendre trop longtemps juste parce que ça a du succès. Et c'est un truc, je verrai peut-être ça un peu en détail lorsque je parlerai lors d'une mise au point par HS sur les séries qui s'étendent trop. Mais voilà, c'est ce sentiment-là que j'ai depuis quelques temps avec les légendaires et j'ai le sentiment que ça va pas s'arranger à ce niveau-là. Même si bon, je reste un peu optimiste par rapport à la nouvelle direction que ce reboot va lancer. J'espère que ça va être agréable. Très rapidement, je vais parler du spin-off Les Légendaires Origines, qui à nouveau, faut voir ça comme un reboot qui ne peut pas être lié, je suis désolé, ça ne peut pas être lié au premier tome. Si je dois faire la continuité avec les tomes réguliers des légendaires, pour moi c'est... Avec les tomes réguliers des légendaires, pour moi ce n'est pas... C'est un mauvais spin-off. Voilà, c'est un mauvais spin-off parce que ça ne respecte pas du tout la continuité qui a été instaurée. Donc voilà, mais si on essaye de voir ça comme une réimagination de ce qu'étaient les légendaires, leur origine, c'est pas mal. Ça veut se créer son propre univers, son propre statu quo sur pas mal de points. Ça introduit pas mal de personnages intéressants. Je suis plutôt emballé. Reste à voir comment ils vont gérer la suite, mais pour l'instant ils en ont sorti 4 tomes des légendaires origines. Je suis plutôt pris dedans. Et pour terminer, mon tome préféré, les nombrils. J'ai déjà parlé de ça, j'adore cette BD. Le truc intéressant avec cette BD, c'est que, comme j'ai dit, j'ai suivi Dupuis, j'étais abonné à un truc qui s'appelle Colis Malin, qui m'envoyait à chaque fois 2 BD de Dupuis. Alors, les BD de Dupuis, donc, au bout d'un moment, j'ai fini par ne plus m'abonner à ça, par me désabonner, mais ils m'ont quand même envoyé ça un peu par erreur, et je me suis dit, ok, dernière fois, et après on arrête. Les 2 BD en question, c'était Seul et Les Nombrils. Et je me suis dit, la première fois que j'ai vu ça, que j'ai vu la couverture, je me suis dit, c'est quoi cette merde? Waouh! Puis après, je me suis dit, la première page. Je vous laisse faire pause 5 secondes. Non, je vous mets ça 5 secondes, ça va ici si vous arrivez à lire, et je vous laisse faire pause. Pour bien que vous compreniez la débilité du truc. Voilà, c'est parfait ici. Voilà, je vous laisse faire pause si vous voulez lire. Voilà. Hop, voilà. C'était d'une débilité sans nom. Je me dis, waouh, ça commence vraiment nul. Et puis, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que plus ça allait, plus les sketchs, déjà, s'affinaient un petit peu. Ça devenait un tout petit peu plus marrant. Et je me suis rendu compte que ça n'essayait pas de faire simplement des pages à sketch, mais de raconter une histoire tout le long, d'instaurer une histoire, de construire une histoire. Et c'est là que ça m'a intrigué, j'ai suivi jusqu'au bout, et à la toute fin, quand j'ai vu la conclusion, je me suis dit, ouais, c'était vraiment pas si mal que ça en fait. C'est dommage qu'il soit parti sur un gag aussi pourri, mais punaise. Après, j'ai acheté le tome 2, j'ai encore plus kiffé, le tome 3 davantage, tome 4 davantage, tome 6 davantage, tome 7 pas tout à fait autant. Un chouïa moins, mais putain de merde quoi. Cette BD n'arrêtait pas de s'améliorer au fur et à mesure. De ce qui paraît être des sketchs à la con qui volent pas plus haut que la BD Les Blondes. BD de merde au passage, hein,
pour partir vers un truc aussi bien léché, aussi bien réfléchi, une histoire qui se construit vraiment, quoi, qui évolue de tome en tome. Hein. Vous dites pas que ce qui est instauré à la fin du tome 3, on s'en fout complètement et puis on passe à une histoire différente. Ah non, non, non hein. Il y a énormément de trucs qui sont instaurés à la fin du tome 3 qui seront importants pour le début du tome 4 et qui joueront un rôle important. Pareil, fin du tome 4, il y a énormément de nouvelles choses qui se mettent en place et ça va complètement chambouler le statu quo dans le tome 5. Et ils vont essayer de partir sur ce nouveau statu quo pour créer de nouveaux gags et être tout aussi drôles, et etc., etc. Ça crée une histoire où les héroïnes évoluent. Et quand vous regardez un peu ça, vous voyez un petit peu ce personnage-là. Ces deux personnages-là, ça a l'air d'être les deux poufs, quoi. Ces deux filles-là. Et celle-là, ça va être la gentille planche à pain qui les suit, pour laquelle on va avoir un peu de sympathie. Et c'est un peu ça au début. Mais plus ça va, plus ces personnages gagnent en profondeur. Elle devient un petit peu plus que la gentille fille qui se laisse marcher sur les pieds. Elle, la garce de service, elle devient de plus en plus étoffée et au final, elle évolue vraiment de façon très intéressante. Le tome 7, il y a toute une histoire autour d'elle, le tome 7 qui est vraiment... C'est touchant et à la fois, ça vous... Wow, il y a du suspense et ça vous laisse vraiment un peu sans voix, c'est pesant. Elle, celle-là, la dernière, une putain de cruche. Pendant un petit moment, je me suis dit, ça va être le personnage dont j'en aurais pas grand chose à foutre. Tout le long du truc, elle aura quelques répliques drôles et tout et tout. Et là, un développement. Cette bécasse, parce que c'est une vraie bécasse, arrive à avoir un développement où on se sent désolé pour elle, où on se sent de la peine pour elle, où on s'attache à elle. Tous ces trois personnages qui, quand on regarde le premier tome, ont l'air de personnages complètement basiques, sans intérêt, sont des personnages 100 fois plus profonds qu'il n'y paraît. Et ça vient du fait qu'on justifie un petit peu leur caractère par rapport à leur famille. Je veux dire, la pouffe, la garce, c'est une enfant de cœur par rapport au reste de sa famille, et c'est justement le reste de sa famille qui l'a influencé pour être comme ça. Elle, la cruche, elle a grandi dans un environnement familial complètement moisi, où elle a pas le temps de s'occuper d'elle-même ou quoi que ce soit, et donc au final, elle a pas pu faire grand chose à part subir tout. Et c'est pour ça qu'on peut comprendre qu'elle soit une cruche. Et Karine, c'est la plus normale de toutes, et avec tout ce qu'elle a vécu, toutes les misères qu'elle vit, etc., à son évolution, elle est vachement intéressante. Je veux dire, je vous raconte pas comment elle est dans le tome, dans les tomes suivants, mais elle va évoluer. Hein, ça va pas être la planche à pain que vous voyez là tout le reste du temps, tout le reste de la BD. Elle va vraiment évoluer. Toutes les trois vont vraiment évoluer. C'est ça qui me plaît énormément. On a une véritable évolution des personnages qui est de plus en plus palpitante, avec une écriture qui est de plus en plus bien ficelée. Ils prennent le temps pour sortir leur tome. Ils mettent facile un an, et je dis bien facile un an pour sortir un tome. Et je veux dire, c'est plus proche d'un an et demi que d'un an, des fois même. Et vous savez quoi? C'est sorti en même temps que Seul. Seul en est au tome 10, les nombrils en sont au tome 7. On voit la différence de qualité d'écriture. Parce que là, c'est vachement réfléchi. Seul, on sent qu'il y a certains moments où ils ne savent pas où ils vont. Et après, je dis ça, mais Seul est loin d'être la pire BD qui soit. Il y a des BD bien plus nazes que ça, mais c'est pour vous dire, on sent le travail qu'il y a là-dedans. Et même si, dans les premiers tomes, on sent qu'il y a des gags dont je me serais passé, vraiment. Hein, notamment autour d'un fameux boutonneux qui a certains passages assez dégueux dont je me serais passé de la vision. Je trouve que c'est la BD la mieux écrite que j'ai jamais lue. Voilà, c'est surtout par rapport à son évolution. Le premier tome est sympa sans plus, et pas trop mal. Le deuxième, ça commence vraiment à grimper, et à partir du troisième, ça devient vraiment l'apothéose. Voilà, c'est une BD qui vaut vraiment la peine d'être vue à nouveau. Si vraiment vous arrivez à ne pas être buté par ça, parce que moi-même, ça m'a vachement buté, hein, et je me suis un peu forcé au début, je me suis dit, hop, ça allait être de la merde. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus que ça, et c'est devenu ma BD préférée. Et donc, je vous la conseille si vraiment
Si vraiment vous avez envie de voir ce qu'une bonne BD franco-belge peut faire. D'ailleurs, je sais pas, est-ce qu'ils sont belges ou français? Ouais, je dis franco-belge maintenant pour l'histoire de... Parce que je dis, à chaque fois je dis une BD française, on dit ah non mais les belges, ok, donc je dis franco-belge. De là fait du but, il me semble qu'ils sont belges. Il me semble. Donc on va dire qu'elle est belge, que c'est belge. Mais voilà, c'est super tome, super BD, je vous la recommande chaudement. Et avant de terminer, j'aimerais juste dire un mot sur quelques BD que j'ai voulu suivre à leur sortie, mais qui n'ont malheureusement pas eu assez de succès pour avoir de suite. C'est malheureusement on tombe comme ça sur des BD qui ne connaissent pas assez de succès, que pas assez de gens aiment, et que nous malheureusement on a apprécié, auquel on a accroché, et au final ça n'ira pas plus loin. Pour commencer, ça sent encore l'encre ce truc. ça c'est le truc qui m'a attiré la première fois, je me dis ah punaise, on la sent l'encre. Et on la sent encore. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont foutu dans ces pages, mais punaise, quoi, ça reste. Hein. Ça fait des années que j'ai cette BD là. Donc le mystère d'Aloha, c'est... J'aimais beaucoup le principe de la chose. C'est une petite histoire d'aventure avec des jeunes qui partent à l'aventure, qui ont des pouvoirs magiques, etc. Je vais pas vous faire le résumé. Ça fait un petit moment que j'ai pas vu en plus cette BD, donc il y a des chances que je me souvienne pas très bien de certains détails, mais... Voilà, ça promettait pas mal de petits trucs, il y avait un petit cliffhanger de fin intéressant, et ben, il n'y a eu qu'un seul tome. Et zut. Même dans le même genre d'idée, on a Wonder Town, il y a eu droit à 2 tomes. Donc ça se centre sur quelqu'un, sur ce type, qui se trouve dans une ville un petit peu particulière, bizarre, où toutes sortes de phénomènes un peu paranormaux se produisent. Ça joue davantage sur le côté... burlesque et humoristique de la chose, mais ça prend quand même certains... Il y a certaines... Comment dire... certains développements, certaines histoires qui étaient sympathiques, et ça promettait pas mal de choses, notamment à la fin du premier tome, où on laisse entendre que c'est pas juste chaque petit phénomène paranormal dans son coin, etc. etc. Ça essaye de créer un truc intéressant. Malheureusement, ben, ça n'ira pas plus loin que 2 tomes. Ça a lancé pas mal de trucs sympathiques. Ça ne sera pas parti sur une conclusion, et c'est très dommage parce que ça valait le coup pour moi, cette BD là. Enfin bref, ce n'est pas tout à fait la liste exhaustive de tous les mangas et BD que je possède. Il y a certains mangas et certaines BD que j'ai suivis partiellement et sur lesquels j'ai décroché, et que je vais pas vous faire toute la liste parce qu'à ce moment-là ça durerait des heures et des heures cette vidéo, mais je pense notamment à One Piece par exemple. J'ai beaucoup accroché au début, au bout d'un moment avec le nouveau statu quo, le petit passage du temps qui s'est opéré, j'ai fini par me dire je suis plus dedans, quoi. Je suis plus dans le truc, quoi. Vous tirez sur la corde et à un moment donné, je n'ai plus envie. Voilà, là à nouveau, je reparlerai à nouveau des séries qui s'étendent trop, mais c'en est une pour moi, One Piece. Et d'autres trucs, comme par exemple Détective Conan, dont j'ai un peu suivi le manga. Je vais pas encore décrocher, même si je trouve que ça évolue beaucoup trop lentement. Je suis davantage l'animé que le manga de Détective Conan, donc au final c'est pour ça que je peux pas trop parler du manga en lui-même, puisque j'ai suivi plutôt l'animé, et pas mal d'autres trucs. Si je vous fais la liste, ça prendra des heures. Quoi qu'il en soit, je trouve que c'est intéressant de connaître les goûts d'une personne en concernant ses BD, ses mangas, ses jeux vidéo, ses musiques, ses séries, etc., etc. Ce qu'il aime, pour cerner un petit peu la personne. Je trouve que c'est une façon de... s'ouvrir, de montrer qui on est, intéressante. Donc j'espère que avec ce que j'ai partagé par rapport à mes goûts en matière de BD et de manga, que vous êtes arrivé à mieux me cerner, à mieux me connaître, et que vous avez passé un bon moment en découvrant ou en redécouvrant les BD et mangas dont j'ai parlé. Merci d'avoir suivi, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.